Luka Doncic, donc, a battu son record personnel, un record de franchise, 73 points, c'était contre les Hawks. Comme par hasard contre Trae Young, et vous connaissez l'histoire entre ces deux équipes, etc. On ne la refait pas. Ce sont les Hawks qui ont drafté en 3e position Luka Doncic, qui a été envoyé contre Trae Young, qui était 5e il y a quelques années maintenant. Il a mis 73 points. On s'est réveillé encore une fois. Sachez que c'est encore Nico Batum qui nous dit mais attends, c'est un truc de ouf ce qui se passe. On se réveille le matin, je regarde Luka 73. Je sais même plus quoi en penser, Erwan. C'est trop, quelque part, c'est trop. Bah, je ne sais pas si c'est trop. En tout cas, c'est en train de. Je posais la question de savoir si par moment on banalisait pas les choses. Au vu des réactions qu'il y a eu autour des 73 points, de Luka Doncic, je pense pas qu'on les banalise. On est toujours aussi surpris, émerveillé, peut-être déçu par certaines choses. C'est un point qu'on pourra ouvrir aussi un petit peu dans cette vidéo. Mais non, un mec qui met 73 points, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Je disais dans la Wina TV que nous, à nos époques, une équipe qui mettait 73 points au général, ben, c'était un bon match d'attaque. Donc non, ça, on rentre peut-être certainement. Je sais pas. Pour moi, on le banalise pas, mais en tout cas, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère du basket. Ça, c'est définitivement une certitude. Ça fait la 3e fois qu'un mec met 70 points en 1 an et demi. Même pas, en 1 an. Donc, Donovan Mitchell. Ça fait 4 en 13 mois. 4 en 13 mois. Donc, et 5 en 7 voilà, mois. Pour moi, c'est pas juste comme ça, un coup d'un soir, un mec qui prend un grand coup de feu. On est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Le basket est en train de changer. Et voilà, ça en est encore la preuve avec ses 73 points de Luka Doncic qui a fait un récital. Un match exceptionnel, hein, une victoire 148-143 donc pour ces Mavs contre les Hawks. On va vous donner quand même les stats précises de notre ami Luka. Il finit en 44 minutes donc à 73 points, 10 rebonds, 7 passes décisives à 25 sur 33. Je trouve que la stat, il est à 75% au tir sur 33 tirs tentés. C'est un truc de ouf, 8 sur 13 au tir. C'est temps de passage, je sais que j'aime bien voir ça parce que du coup, tu vois si le gars a forcé ou pas, entre guillemets. Parce que la même nuit, il y a Devin Booker qui était aussi très très haut à la mi-temps. Luka, à la mi-temps, il était à 41 points, donc sur les traces de... Enfin, Kobe a mis 55 points dans la deuxième mi-temps quand il met 81 points. S'il avait doublé, il aurait pu... Ouais, il était en avance, exactement. C'est dingue quand même de vivre ça. Revenons sur la performance en soi. 25 sur 33, il a rien raté. Un nombre de lay-ups, de tirs, de... Match parfait en fait. On va y revenir. Il aura fait, pour moi, j'aime bien revenir sur ça d'abord, c'est le clinique technique qu'il aura fait. Clinique de dribble. Parce qu'on le sait, mais j'aime le rappeler que la dextérité, le handle de Luka Doncic est un modèle du genre. Alors c'est moins spectaculaire que d'autres, mais par contre l'utilisation de son dribble est démoniaque à chaque fois, que ce soit sur des petits, sur des grands, que ce soit sur des power dribbles quand il est près du cercle ou que ce soit loin du cercle pour se créer un tir. Son dribble, il l'utilise à la perfection. Il n'y a pas une fois où il met le ballon par terre où c'est pour du superflu. Donc, clinique de dribble et clinique d'appui, clinique de jeu de pied. Il aura fait une chanson incroyable. On aurait vraiment dit un adulte avéré face à des cas des France ou première année espoir qui mordent à toutes les feintes. Il aura fait une chanson incroyable. Donc voilà, c'était un vrai clinique. Et c'est vrai que des fois, on dit des matchs comme ça, c'est pas forcément à montrer dans les écoles de basket. Si, je pense que la maîtrise technique qu'a Luka Doncic en allant à son allure, c'est pour moi montré dans les écoles de basket. Il y a un truc qui est ouf dans ce match, c'est que il est très très fort tout du long, mais les Hawks ils font des prises à deux. Hein. Sur toute la deuxième mi-temps, ils font des prises à deux très hautes et donc lui il en lâche. Ils font des step-out sur les écrans. Non, je parle de prises à deux. Il y a plein d'actions où ils sont très très hauts et donc lui, un peu à l'image de Joel Embiid, et je mets ça en parallèle total avec ce qu'ont fait Devin Booker et Karl Anthony Towns, où il y a eu des moments où clairement ils ont forcé au point que leur équipe qui menait ont perdu. Devin Booker, Luka Doncic et Joel Embiid ont continué à jouer avec ce que leur donnait le jeu. Donc il y avait des prises à deux, il lâchait la balle. Il y a plein de mecs qui ont marqué à l'opposé, des Josh Green, des machins, des trucs. Il y a eu des prises à deux. Bon, il a réussi à profiter aussi sur des transits, des contre-attaques où il y allait tout seul sur la fin du game. 7 passes décisives, donc pour aller dans ton sens. C'est manque d'habitude. C'est un peu manque d'habitude. Beaucoup moins d'habitude. D'accord, mais il met 73 points à côté. Donc en général, quand tu mets 73... Non, mais les passes décisives, les prises à deux, il a lâché et après les autres faisaient le truc. Certes, mais il fait pas 2 passes D, tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est que pour moi, il est encore dans des... Moi, il fait jamais de passes D. Quand je le vois commencer la rencontre, et que je le vois chaud, très vite, quand ils viennent un petit peu refermer, eh ben, hop, il met 2, alors qu'il est déjà à 18, 17 points et qu'on sent qu'il est dans un bon soir. Eh ben, en fait, ils viennent un petit peu refermer et ils mettent deux espèces de skip pass pour tuer les aides. Et les mecs, ils mettent dedans et ils se disent ok, là, il va falloir faire des choix beaucoup plus francs, qu'ils feront pas vraiment. Mais la défense des Hawks, mais non, mais dans un soir comme ça, puis après, il y a beaucoup de lay-up, il y a des tirs à lui, mais il y a aussi des tirs de très haut niveau. Et quand il rentre dans cette zone, quand il est sur cette planète, Luka Doncic, nous a prouvé
qu'il était clairement indéfendable. Faut-il encore vouloir le défendre sur lui? Appelez-nous, hein, les amis, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme toujours, le standard est ouvert. Tom vous attend sur Discord. Le lien est dans le chat comme d'hab pour nous rejoindre en plateau et pour débattre. Enfin, il n'y a pas de débat, hein, de toute manière, sur la perf. C'est juste... moi, donner son avis sur ce kiff. Oui, ouais, absolument. Si quelqu'un veut donner son avis, il peut venir et discuter avec nous. Après, tu vois, moi, la réalité, c'est que je regarde le match, je me dis bravo, j'ai vu un bon match de basket, c'est hyper serré jusqu'à la fin, c'est cool, je vois méga scénario, génial. Voilà, célébration de tout le monde, les Mavs sont contents et tout. Moi, j'ai quand même du mal à m'enthousiasmer d'un enchaînement de mecs qui mettent plus de 70 points. C'est impossible que dans mon esprit, une fois, c'est waouh! D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais 2 fois, ça commence vraiment... Genre, si ça devient une norme, s'il y a 5 mecs par an, 10 mecs par an qui mettent 70 points, ben, du coup, comme toujours, ça va un peu enfin, tu vois, je vais te tempérer dire, tout ça. Pour moi, on est dans une nouvelle évolution. On est dans une nouvelle ère du basket. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs mettent 70 points comme il y a 20 ans, les mecs en mettaient 50, comme il y a 10 ans, les mecs en mettaient 60. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Okay. C'est la sensation que j'ai. Et c'est vrai que les premières fois, on a vu des mecs mettre 60, on faisait waouh! Et puis après, mettre 60 points dans un match de basket, même si tu joues en départemental 16 dans le Maine-et-Loire, il faut les mettre. Mais ça reste des performances incroyables. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le 70, c'est le nouveau 60. Ouais, ça se tient, t'as raison. Il y a Maki qui dit, n'oubliez pas qu'il nous a mis 47, c'était 47 hein, au JO. En FIBA, on n'a pas bronché. Je ne sais même pas ce qui est le plus difficile. Ça, c'est intéressant, c'est vrai, le 47 en FIBA, qui était vraiment... ou 70 en NBA aujourd'hui. Bon, c'est difficile de comparer. Après, sur le 47 contre nous, pour moi, il prend une vraie crise externe. Il a beaucoup moins de lay-up. Il prend une crise externe incroyable. Et il est sur notre planète. Oui, mais 8-3 points, gros. Pour moi, il se met dans le match. Il met un premier tir, il met 2 lay-up, il met un tir à mi-distance. Pour moi, le premier 3 points, il arrive, il est déjà quasiment à plus de 10 points. Pour moi, il est déjà dans son rythme presque. Contre l'équipe de France, il prend un coup de chaud terrible, notamment, je crois que c'est dans le deuxième quart-temps, si ma mémoire est bonne, avec notamment un panier plus la faute qui veut rien dire. Mais c'est 2 perfs assez différentes. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, Doncic, peu importe, que ce soit sur des lay-ups, que ce soit sur du tir à mi-distance, que ce soit à 3 points. Voilà, on a encore vu, pour ceux qui doutaient de je sais pas qui, mais l'étendue aussi de la palette de ce mec-là, quoi. Post, play-up, jeu rapide, jeu demi-terrain, pick and roll, ISO. C'est un délire, quoi. C'est un délire, Luka Doncic. Clairement. On va accueillir Axel, notre premier auditeur de la soirée, qui va venir parler de Luka avec nous. Est-ce que tu nous entends, Axel? Salut, Axel. Démute-toi, cher ami, s'il te plaît. Salut Tom, salut Roman. Salut tu Axel. vas bien? Ça va bien et vous? Ouais, impeccable. Bon, tu nous as entendu parler de Luka Doncic. Dis-nous d'abord, d'un point de vue un peu global, ce que tu en as pensé de sa perf. Alors, moi, du coup, déjà, j'aimerais juste revenir un peu sur les récentes performances à 70 points. Je pense qu'on a un peu tous le même avis, c'est-à-dire que forcément, ça enlève un peu de magie de voir des performances comme ça à 70 points répétées. C'est sûr qu'on s'enthousiasme beaucoup plus quand ça arrive une fois tous les 10 ans que 4 fois par an. Mais là, pour le coup, sur la perte de Luka Doncic, moi qui ai vu le match, franchement, pour moi, c'est la performance la plus impressionnante parmi les 70 points en plus, hormis peut-être celle de Kobe, qui est encore à part. Mais disons qu'en fait, il a été quasiment que dans le tir externe, enfin, beaucoup de tirs externes en tout cas, beaucoup de tirs contestés. Il shoot entre guillemets que 16 lancés dans une performance à 73 points, c'est quand même... c'est quand même peu. Et ouais, j'ai trouvé la défense des Hawks pas si minable que ça, même si forcément, quand on voit juste la box score et les gros scores, ça peut être étonnant. Mais franchement, je trouve que les Hawks notamment, ils ont envoyé le jeune poste 4, Jalen Johnson. J'ai oublié son nom. Ouais, Jalen Johnson, exactement. Qui est athlétique et tout, qui a fait des vraies défenses. Mais bon, à un moment, quand les mecs mettent dedans sur des step back contestés et tout. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Honnêtement, je voulais pas qu'on aille tout de suite sur la défense des Hawks, mais je suis pas d'accord du tout. Déjà, il met un nombre de lay-up incalculable. Ça, c'est clair. Là, honnêtement, honnêtement, moi, j'ai vu le match, évidemment. Il met un nombre de N1 incalculable. D'ailleurs, le début de match et tout le match, moi, j'ai regardé le match avec le commentaire des Hawks.
Il était outré. Hein. Et l'assistant était outré. Bah, enfin, oui. l'assistant, le consultant, Bah, il est oui. outré. Il dit, bah, le match commence, il fait, ah là, c'est trop facile. Bah là, c'est trop facile. Bah encore une fois, là, il arrive trop facile près du cercle. Ah non, mais là, c'est trop facile. Et même sur ces tirs contestés, qu'est-ce qu'on appelle tir contesté en NBA à un moment donné? Quand tu fais un switch, un petit peu sans agressivité, que tu recules et que lui, il fait un step back et que tu as à la main, c'est ça contesté. En NBA, on attend mieux quand même d'un tir contesté. Alors oui, moi, j'ai pas envie de tomber sur Jalen Johnson, mais au bout d'un moment, quand tu as un mec qui est à 40 points la mi-temps, je sais pas, chez les Hawks, il n'y a pas un mec qui a envie de s'y coller plutôt que laisser le rookie se faire démolir la gueule comme ça. Alors ils envoient ça à Dick Bay, je veux bien, mais moi, il y a un mec dans cette équipe. Alors DeAndre Hunter n'était pas là, mais il y a un mec dans cette équipe qui est censé être un défenseur d'élite. Il veut pas relever le défi? Il a pas envie de relever le défi, tonton? Je pense à qui, là? Bah, DeAndre, à Dejounte Murray. Il veut pas relever le défi. Honnêtement, aujourd'hui, on est dans une période, le basket change, je l'entends bien. Un mec qui défend, qui se fait crosser, ou même marcher sur son lacet, ou qui glisse sans faire exprès, tout le monde va se palucher sur les réseaux. Ouh là là, il est tombé là. Un mec qui prend un dunk dans la poire. Ouh, il s'est fait dunker dessus, nana. Par contre, une équipe qui prend 70 points dans la gueule, ça passe crème. Nickel. Moi, je trouve ça minable ce qu'ont proposé les Hawks défensivement. Et j'enlève rien à Luka. Au bout d'un moment, tu prends ce que la défense te donne, ils lui ont donné, il les a massacrés. Mais je ne comprends pas qu'à un moment donné, un mec comme Dejounte Murray, ils se disent pas, mais vas-y, moi je vais relever un peu ce défi défensif aussi. Je vais m'y coller sur Luka. Il est à 41 à la mi-temps, il va finir à 12 en deuxième. Après, très honnêtement, il a défendu sur lui. Hein. Non, très peu. Très peu. Oui, très peu. Il a laissé un rookie se faire casser la gueule. Ils ont laissé un rookie se faire casser la gueule. Qu'on vienne pas m'expliquer qu'il est contesté. Alors, il met des énormes tirs sur sa Dick Bay. Ah oui, il est à 50, il feel the game. Après, c'est trop tard. Hein. Moi, je suis désolé, le rookie, oui. Alors, je l'aime beaucoup. En plus, il est fantastique, ce rookie. Mais même les splits de Capella, sur les step-out, combien de fois ils se font splitter les écrans? Les gars, vous rigolez ou quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Non, là, oui, ça c'est vrai, t'as raison. Ah ouais. Après, tu vois, il est quand même à 8 sur 13 à 3 points. Mais t'as raison, sur la défense pick and roll, je pense que les Hawks, de toute façon, c'est un problème global sur la saison. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont autant dans le dur. C'est pas qu'ils manquent de talent, mais c'est que défensivement, ils sont à la peine. Mais oui, après, c'est sûr que quand un mec met 70, il y a la performance, il y a aussi l'équipe qui l'a laissé mettre 70. Après, c'est vrai que quand Luka est en feu comme ça, ce qui est dur, c'est que les Mavericks, là, encore plus sans Kyrie Irving, ils jouaient vraiment quasiment 5 out, voire juste avec Derek Lively à l'intérieur. Et en fait, Luka, là où il a été fort et où il m'a surpris, c'est qu'en fait, il n'hésitait pas à la lâcher. Et je pensais qu'il allait vouloir croquer un peu, surtout à la fin. Et en fait, il a vraiment hésité, il a vraiment pas hésité, à donner les shoots à ses coéquipiers quand il y avait des prises à 2. Donc en fait, prise à 2, c'est sanction, et 1 contre 1, c'est sanction aussi. Non, mais là, je te rejoins. Là, je te rejoins sur le fait qu'il a mis 73 points avec l'impression de jouer comme il joue d'habitude. Voilà, de jouer comme il joue d'habitude, toujours avec son rythme, cette espèce de ces drives là où il fait sauter les mecs. En fait, c'est ça qui est fantastique avec Luka, c'est qu'en fait, c'est lui qui décide du rythme du match, que ça soit avec la Slovénie en FIBA, que ça soit NBA. Et on sait que la NBA a des athlètes, c'est un rythme incroyable. Lui, par son talent, par sa connaissance du jeu, par sa maîtrise technique, en fait, c'est lui qui guide, qui impose le rythme. On sait que les Hawks, c'est une équipe un peu faux-folle, ça court de partout. Là, il les a amenés là où il voulait les amener. Ça, c'est très, très fort. Hein. Mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je suis, à un moment donné, quand je regarde le match, je fais, mais il va s'y mettre un peu, Dejounte Murray. Franchement, il défend sur lui. Mais non, Thomas, il défend. Et puis moi, j'aimerais dire, il défend dessus. Non. Alors, deux choses déjà. Jalen Johnson, c'est sa 2e année. Il est drafté en 2021. Il n'est pas rookie. Oui, c'est un gamin, quoi. Oui, non, mais c'est une précision. Nous sommes des garçons précis. From Duke, autant pour moi. Soyons précis. Mais après, moi, j'ai quand même une autre théorie, c'est que du coup, il y a un mec qui a mis 70. C'est la NBA d'aujourd'hui, tu viens de le dire. Personne n'a d'intérêt, à part les Hawks, mais qui sont les Hawks, quand tu vois la vision globale, à ce que le mec n'aille pas jusqu'à 70 points. Moi, c'est ce que je vois dans les nouvelles règles, dans la nouvelle mouvance. Et je lisais des gens qui disaient, mais est-ce que la NBA a intérêt à ce que les mecs mettre 70 points plusieurs fois, parce que du coup ça dénigre un petit peu les autres perfs? Bah oui, parce que regarde, on en parle encore aujourd'hui. Bien sûr que la NBA a intérêt qu'il y en ait plein qui mettent 70 points souvent. Mais moi j'aimais bien quand Pippen s'occupait de certains mecs, quand Jordan voulait relever des défis défensifs aussi, quand Stark s'y collait sur Jordan, vice versa. C'est important que les gars ne se faisaient pas démolir aussi, tu vois. Il n'y a rien qui est fait pour la défense aujourd'hui, de toute manière. Gros, quand on joue tous les deux à la hoops, ça n'a rien à voir.
Ah bon. Alors, tu sais pourquoi ça n'a rien à Non, voir? je vais quand même aller au bout. Je vais quand même aller au bout du truc pour que les gens comprennent. Vas-y. Gros, quand on joue à la hoops et tout, et qu'à un moment donné, tu sais pas toi qui défends sur moi et qu'il y a un petit qui ramasse ou vice versa, ben moi je dis stop, vas-y, je récupère Thomas, tu me récupères moi. C'est qu'il y a un peu d'orgueil. Moi, je suis désolé quand je vois que le meilleur défenseur des Hawks, il laisse faire ça et tu me dis qu'il a défendu, mettre la pression, suivre un mec Non, mais- sur le demi-terrain, pick and roll milieu de terrain Si tu veux, et on switch, ira c'est pas refaire ça défendre sur un mec. On ira refaire le play-by-play si tu veux, mais bon, moi je vais pas te laisser dire que Dejounte Murray n'a pas du tout défendu sur lui. Ah, mais Tu vois, ouais, en c'est ce moment, bon. ce que je veux dire, c'est qu'il s'est fait démolir comme tous les autres. Ça, il n'y a pas de doute. Pas Ça, y a relever pas le de doute. défi, pas Et relever le qu'aujourd'hui, défi. absolument. Bah oui, il a mis 70 de toute façon. Non, il Ils a l'ont pas perdu. relevé. Ils l'ont perdu le défi. Moi, j'ai maté le match, je me suis refait 3 fois les 8 minutes pour voir exactement. Je vois du Sadiq Bey, je vois du Johnson, je vois très Tu vois peu. les actions, ils marquent. Je vois très peu Les actions, ils marquent. C'est une équipe mais je me suis fait la réflexion pendant le match. À switcher ici ou là. Bon, Justement, bref, Abdouma, arrêtez de pas les switcher, défendre. peut-être. J'ai pas Faites autre chose. Moi, je crois quand même qu'on est arrivé à un endroit là où aujourd'hui, où si j'étais en charge dans le board de la NBA, si j'étais Adam Silver, je tenterais au moins un tout petit peu de rééquilibrer les débats attaque-défense. Au-delà de Luka dans ce match-là qui est exceptionnel, mais je ne crois pas que ce tout pour l'attaque, tout pour les stats, les matchs à 150, tu vois, ce truc qu'on l'a jamais connu, qui a pas existé en NBA depuis 60 ans peut-être, des années où c'était en noir et blanc à l'époque, et je suis pas sûr que cette mouvance-là, ce soit un bénéfice pour la NBA. Je crois qu'on doit, au vu de la qualité des attaquants, au vu du mouvement qu'il y a dans toutes les attaques, etc., remettre un tout petit peu d'équilibre, et c'est-à-dire, pourquoi pas, remettre la main repermettre Les aux antennes. défenseurs de faire des antennes, etc. Je crois vraiment qu'on devrait se rediriger, en tout cas, tu vois, rééquilibrer les choses. Tu sais, ce week-end, je regardais donc le match des Rivalry et il y avait New York, Miami. Et ils mettaient des matchs à l'ancienne. Il y avait un match de playoff où les Knicks avaient gagné 81-79. Mais gros, T'imagines que ça, c'est des scores de mi-temps aujourd'hui? non, mais attends, le match où Derek Fisher marque à 4 dixièmes de la fin, c'est quoi le score? Tu t'en souviens? Oh, il y a même pas il y a pas 80 points. 73, 72 ou Ouais. 72, 74, 73 de mémoire. Et c'était la conférence Ouest. Mais parce que les matchs qui comptaient, c'était la muerte, mon gars, on était là. Alors, Greg Popovich a eu cette déclat hier passionnante où il disait que, alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de points, etc., mais la finale de 2005 Détroit-San Antonio, c'est l'une des pires audiences de tous les temps. Personne n'a envie de voir 7 matchs à la muerte à 80 points. C'est vrai, il a raison. Mais je crois qu'il y a un juste équilibre entre que les attaquants puissent attaquer, montrent leur talent et machin, mais que les défenseurs, qui sont les meilleurs défenseurs du monde, puissent avoir un élément de réponse. Ils en ont zéro, là, ils peuvent rien faire. Moi, je veux bien que tu te démontes Dejounte Murray, t'as raison. Mais bon, il faut démonter absolument tout le monde chez les Spurs, tout le monde. Enfin, dès qu'il y a un mec qui met 60 points, il faut les démonter, tu vois. Mais là c'est sur un match. Hein. Moi, Dejounte Murray, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Oui, mais bon, là, tu viens de lui tomber dessus. Sur ce match-là, j'aurais simplement aimé, en tout cas, de voir dans son attitude qu'il puisse se dire je relève le défi en disant sur quoi je m'y colle. Bon, bref, t'es d'accord, pas d'accord, peu importe. Dans le chat, ils peuvent être d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est des visions. Ce qui n'empêche, là où je te rejoins complètement et vraiment, c'est que dans le basket, la défense fait partie du jeu. Si on réduit, si l'équilibre défense-attaque est autant déséquilibré et que ça continue dans ce sens-là, je ne sais pas qu'est-ce que va devenir ce sport-là. Alors, moi, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère. Maintenant, ça sera aussi à l'NBA de réguler. Dans les années 90, ils ont su réguler d'une manière différente le fait que ça jouait beaucoup trop dur et qu'on sortait des règles. Et donc, ils ont régulé. 80-90, ouais. Voilà. La bascule entre les deux. Voilà. Mais là, je pense qu'il faut réguler un petit peu dans l'autre sens. Parce que certes, aujourd'hui, c'est policé. On n'a plus le droit de faire certaines choses. Et tant mieux. Il fallait protéger les joueurs aussi. Il y avait des excès. Mais là, aujourd'hui, on veut aller où, quoi? Est-ce qu'un match de basket, même en NBA, où on finit à 170, 180, est-ce que ça, c'est des choses intéressantes? Est-ce qu'avoir des débats aujourd'hui, même pour les spécialistes, de se demander qui va pouvoir battre Will Chamberlain, quelle équipe va marquer 200 points dans un match? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de voir pour la suite? Moi, je suis sûr que non. Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'offrir à nos enfants? T'en dis quoi, Axel, de tout ça? Est-ce que toi, tu penses qu'on est dans la bonne mouvance ou il faut rééquilibrer? Enfin, tenter de rééquilibrer, hein, bien sûr. Ouais, vous avez raison. En plus, par exemple, on est d'accord que basket FIBA, basket NBA, c'est différent. Et limite, aujourd'hui, maintenant, on a trois baskets à FIBA, NBA saison régulière et NBA playoff. Parce que pendant les playoffs, tout le monde kiffe. Ça, c'est vrai, t'as raison. C'est pour ça, je trouve que là où vous avez raison, c'est que le fait d'autant avantager les équipes, en plus, ça biaise un peu la compétition. On l'a vu l'année dernière avec le Miami Heat. Il fait des playoffs exceptionnels. Non. Et cette année, rebelote, ils sont pas ouf en saison régulière.
Mais parce qu'en fait, le Miami Heat, ils ont tout simplement un basket de playoff. Et du coup, ça souligne vraiment la différence entre la NBA playoff, où là, Miami, peut-être qu'ils seront encore dangereux, et la NBA saison régulière, où bah voilà, c'est attaquant à tout va, 3 points en outrance. Enfin, donc oui, c'est sûr que je pense qu'il faut trouver un juste milieu et essayer de réajuster ça. Mais ouais, Là où je en te tout cas, c'est vrai rejoins, que la différence, elle est flagrante. là où je te rejoins, et vous êtes nombreux à l'avoir souligné dans le chat, c'est que on n'a pas du tout ce problème-là en playoff. Et que les playoffs, c'est le meilleur équilibre entre attaque-défense, c'est le meilleur équilibre entre. Il y a des perfs exceptionnels. Quand Steph Curry et Jason Tatum mettent 50 et 51 sur un match 7, personne ne se plaint parce que l'intensité, elle est énorme, parce que les défenses sont là. C'est juste qu'il y a des performances exceptionnelles de Mais ils mettent certains 50. mecs. Mais ils mettent 50. Ils mettent 50, Ils mettent, oui. pas, ils mettent pas 73. Tout à fait, mais ils mettent 50 et 50, on est tous bouche bée. C'est le meilleur moment de l'année, les playoffs, avec toutes les rivalités, les séries très longues, etc. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord, sauf que bah, avant ça, il faut se fader 5 mois, quoi. Il faut se fader 5 mois de basket. S'il y avait 1 mois et demi de saison régulière, franchement, on n'en parlerait même pas, tu vois. Après, là, c'est un débat qu'on pousse encore un petit peu plus loin. C'est toujours pareil. Quand tu joues autant de matchs, est-ce qu'à un moment donné, tu peux y donner l'importance qu'un match de haut niveau doit avoir? C'est aussi la grande différence avec la FIBA, au-delà des règles et des dimensions du terrain qui ne sont pas les mêmes. C'est aussi, il n'y a pas une équipe d'Euroleague. Allez, il y a peut-être que le Real qui est capable de lâcher des matchs, Ouais. de faire tourner et de mettre des mecs au repos. Mais sinon, il n'y a pas une équipe qui lâche un match d'Euroleague. Même les derniers, même l'Alba Berlin, même l'Asvel, il n'y a pas un match d'Euroleague où ils y vont la fleur au fusil. La NBA, on en revient peut-être à ce nombre de matchs-là. Et c'est vrai que quelque part, c'est du sport de haut niveau aussi. Alors, c'est un business, il y a du pognon, on remplit les salles. Certes, c'est ce qui fait que les joueurs gagnent des millions. Très bien. Mais il y a aussi le sérieux et la considération qu'on doit donner à un match de très très haut niveau. Et la NBA est censée incarner le très très haut niveau. Et des fois, on a l'impression que quand on met des mecs au repos, quand des mecs ne jouent pas, est-ce que ça correspond avec les exigences du très haut niveau? Je sais pas. Bah, tu si t'y je sais, réponds un non. peu. Ouais, tu t'y réponds un petit peu. Vous connaissez tous, j'imagine, le record encore en playoff. Hein. Jojo. Pardon? C'est Jojo, ouais. C'est toujours Jordan à Jojo et ses 62, 63 points contre Boston. Bon courage pour aller déloger le Sacré 63 festival, points. Contre l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Bon courage pour déloger le 63 points. Bon, en tout cas, merci Axel de nous avoir appelé. Merci Axel. C'était très cool de t'avoir. Ouais, juste, dernier petit truc aussi. Je voulais aussi faire un petit focus sur Quinn Snyder avec les Atlanta Hawks. Allez, vas-y, si tu Par veux, t'as une exemple, minute. là, enfin en rapide, mais on sait que voilà, les Hawks ils galèrent cette saison et c'est la 5e pace de la ligue. Et on peut aussi se demander, quand tu vois Luka Doncic comme ça qui prend feu, à un moment, essaye de casser le rythme offensivement. Admettons que tu n'aies pas de solution défensive, essaye de temporiser un peu en attaque. Et voilà, parce que là, le score est fini à 148-143. Tu as joué un match d'attaque contre un joueur ultra talentueux et qui était en feu. Donc voilà, c'est peut-être une piste ça, aussi c'est pour les l'identité de prochains. l'équipe, hein. Oui, après, c'est l'identité Voilà, des ouais. Hawks. Et Ils n'ont pas changé. Hein. Et surtout, je pense que ralentir le jeu face à Luka Doncic, alors il n'aurait peut-être pas mis 73, mais au moins, Ils auraient gagné, quoi. Ils auraient Les gagné Mavs, quoi qu'il voilà. arrive. Donc, Ouais, c'est clair. non, mais après, Quinn Snyder, ouais, je pense que ça ne fit pas. Et les Hawks, de toute façon, je pense que ça va exploser dans pas longtemps. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui prend autour de notre ami Trae Young. Et c'est vrai que je me souviens qu'une fois, tu m'avais dit que l'échange de draft à l'époque où les deux ont été draftés, c'était un gagnant-gagnant. Non, Bon, non. c'est pas gagnant-gagnant, frère. Bah, il y a juste un joueur qui est largement meilleur que l'autre. Hein. Voilà, Ça, donc c'est pas clair. gagnant-gagnant. Bah, il y a un mec qui est top 5 de la NBA, et puis il y a l'autre qui est très bon, hein, top 15 peut-être. Ah non, Trae Young. mais c'est pas une pipe, Voilà, Trae hein. Young. Mais Ah en bah tout non, cas, il y a un mec qui est largement plus fort. Enfin, largement. N'en largement. déplaise aux fans des Hawks, hein, mais Luka, personne va dire bravo. Est-ce que tu as vu qu'il y avait un mec Bon, après, personne va dire bravo aux Kings non plus, ouais. hein, ni aux Suns. hein. C'est sûr. Est-ce que parce que DeAndre Ayton, mon gars, Voilà, qui est premier de c'est- cette draft, voilà. C'est plus gagnant que les autres. Non, mais il est d'Arizona, c'est normal, faut le prendre, c'est le petit du pays. Ah, d'accord. Et maintenant, on en pense quoi? C'est pour ça que les grandes théories, les jours, les soirs de draft ou les semaines avant la draft, quand on en parle 4 ans après, ça veut rien dire. hein. Ah oui, c'est Ça n'a c'est ce qu'on aucun aime. sens. Ça, c'est sûr. Parce que l'autre, tantôt, il aurait pu jouer avec Devin Booker. hein. Il y a Jérém, là, 1987, qui nous dit fan des Hawks et je n'en peux plus. Mais ça, tu sais que toute leur vie, ils vont être comparés, machin. Mais oui, tu peux te bouffer les couilles, hein, Et clairement. hein. il T'es pas le seul dans l'histoire. Hein. Ils draftent Trae Young parce qu'ils veulent se calquer sur. Les Warriors. D'accord, très bien. Ils ont bien réussi. en On tout cas. a attendu, on entend encore qui On joue comme les attend. Warriors. hein. Ça, c'est clair. Bon, merci Axel.
Ah, merci beaucoup, les gars. Salut mon À gars. la prochaine. ciao. Erwan, tu as fini sur Luka, tu as un truc à rajouter sinon Non, on change de bro, ici sujet. c'est fantastique. C'est fantastique. On est sur la fin de LeBron, même si dans les stats ça se voit pas. Et on sait que la NBA était chaque fois un renouvellement de stars. Mais voilà, en voilà une qui va encore nous régaler pendant au moins 10 ans. Donc c'est ça qui est fantastique. C'est un plaisir, c'est un bonheur de voir jouer ce mec. Erwan, question juste un nom, prénom, nom. Et pareil dans le chat pour tout le monde. Qui est le prochain joueur à dépasser les 70 points NBA? Je veux même pas de justification, je veux juste un blaze. Devin Booker. Donc il le referait. Devin Booker. Il le referait du coup. Mon idée c'était plutôt qu'il ne l'a pas fait, il va le faire. Et dans une défaite, parce que chaque fois qu'il met des cartons, il perd. Ok. Ça, c'est quand même Devin assez Booker, terrible. on me dit Luka encore, Yanis pourquoi pas. On me parle de Tatum, Anthony Edwards, Donovan Mitchell, La je vous liste- dis hein, à la la liste volée est longue, là, hein. Karl Anthony Towns, Joel Embiid le referait peut-être. Kyle Anderson. Grosse surprise, hein, grosse cote. Ok, bon bah très bien dans le chat de YouTube, tu nous dis toi aussi qui sera le prochain joueur à redépasser ou à dépasser pour la première fois les 70 points en NBA. Maintenant je suis dans l'attente, hein, j'ai envie qu'il y en ait un autre. Hein. Bah voilà, ça y est. Avant l'All-Star Game, j'en veux un autre. Hein. C'est ce que je te dis. On est rentré dans une nouvelle C'est ère. catastrophique. Bon bref. Voilà pour Luka Doncic 73 points et puis Bravo, bravo le Slovène. allez, on enchaîne.